Et bonjour Johan. Bonjour Seb. Salut, t'es le cofondateur de GetMind, startup fondée l'an dernier. C'est tout récent, hein, t'as quelques mois. T'aides les marques à se rendre visibles dans les réponses générées par les fameuses IA, ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity Co. Tu te positionnes donc comme la première plateforme SaaS dédiée à ce qu'on appelle le GEO, en français GEO, pour Generative Engine Optimization. Les fans de marketing digital et entre autres ont été biberonnés pendant, je sais pas, 15-20 ans minimum au SEO, le référencement naturel. Hein, donc, voilà, j'essaie d'arriver assez haut et dès la première page, sinon c'est mort sur Google. Bah là, c'est un peu la suite sur les LLM. Donc, tu as levé 4 millions, 4 millions d'euros là, il y a quelques semaines en pré-amorçage. T'embarques une centaine de clients, dont une dizaine de gros, très gros, des Celsi, Bellambra, Lacoste, Malakoff Humanis. Tu m'en citeras d'autres si tu veux avec plaisir. À savoir un petit peu d'ailleurs, il n'y a peut-être pas les mêmes attentes en fonction de ces tailles de groupe, secteurs. Il t'ambitionne de devenir donc outil de référence, on l'a compris, en Europe, voire au-delà demain, puisqu'on sait qu'avec voilà, quelques salariés, on peut faire des millions, des dizaines, voire des centaines de millions de CA aujourd'hui avec l'IA était ce qu'on appelle un serial ou un repeat entrepreneur. Moi, j'adore ça. Donc, tu as déjà eu plusieurs vies et avec vraiment du succès. Et pourtant, tu as décidé de recommencer, de remonter à cheval, de te réinfliger l'entrepreneuriat, qui est pour moi le job le plus difficile, ou en tout cas un des jobs les plus difficiles au monde. J'aimerais bien aussi creuser cette envie chez toi. Mais d'abord, ton parcours, là, tu faisais quoi? Tu viens d'où, Johan, donc avant tout ça? Déjà, merci beaucoup de me proposer cet échange avec toi. Je suis ravi vraiment de participer à ce podcast. Alors, avant d'être entrepreneur, j'ai été étudiant puisque on a créé la première entreprise avec mon cofondateur. On était encore à l'école sur les bancs de l'ESSEC. Et donc, un parcours, je dirais, relativement classique, bac S. J'ai pas fait les prépas parce que en fait, j'ai la double nationalité franco-suisse et j'ai fait un, alors je sais pas comment ils appellent ça en Suisse déjà, mais une équivalent bachelor à HEC Lausanne. Et ensuite, je suis rentré en admission parallèle à l'ESSEC. Et donc, Ok. des étudiants. En fait, globalement, j'ai jamais bossé dans une entreprise, je dirais normale en quelque sorte, dans le sens où une entreprise où on a l'habitude de postuler, faire un CV, T'as etc. Ça toujours m'est été jamais arrivé. à ton compte, quoi. Ouais, exactement. Bon. C'est ça. Donc il y a 15 ans, un peu moins, tu cofondes Banking. Banking C'est ça. C'était quoi à l'époque? C'était limite même en amont de la réglementation qui allait forcer les grandes banques à ouvrir leurs data. Ouais. Raconte-moi ça un petit Bien en peu, amont, pourquoi hein. tu fais ça? Bien en Ouais, amont. bien en amont, ouais, raconte. Bah, en fait, donc en tant qu'étudiant, je rencontre mon cofondateur qui est un ingénieur informatique et on se dit, on a du mal à gérer notre argent en tant qu'étudiant, on n'avait pas beaucoup d'argent. C'était le début de l'iPhone en 2011, ça remonte, on a l'impression que c'est un autre siècle. Il y avait beaucoup d'applications mobiles et sur un besoin essentiel qui était de dire, il y a combien sur mon compte et comment je fais pour gérer le budget, il y avait absolument rien. Donc en fait, le principe de base, c'était aider les gens à mieux gérer leur argent, et notamment sur le smartphone. Et ce qui était absolument incroyable, c'est qu'on a été la première application bancaire avant même les applications bancaires. Ça veut dire que c'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu un succès jour 1, c'est que beaucoup de personnes avaient un iPhone dans la poche et beaucoup de personnes voulaient savoir où est-ce que ils en étaient sur leur argent. Et ben le seul moyen de le savoir, c'était sur Banking à l'époque. Ce qui est assez fou. Hein. Mais donc voilà, on est lancé là-dessus en tant qu'étudiant, un petit rêve, et on a mis le doigt dedans et on s'est fait aspirer instantanément par ce rêve. Alors, mais attends, tu dis c'est largement avant la réglementation, du coup, comment tu faisais toi pour connecter les gens à leur compte SOG ou BNP, etc. Très bonne question. La réglementation, elle a été signée 2016 par la Commission européenne, Ok. rentrée en vigueur en 2018. Nous, on a créé la boîte en Ouf. 2011. Donc tu vois, il y a quand même 5 ans avant la réglementation. Et d'ailleurs, on y a beaucoup participé. C'est notamment parce que Banking a une émergence assez forte qu'il y a eu cette réglementation. Moi, une partie de mon boulot, à un moment donné, c'était de faire des allers-retours à Bruxelles pour négocier le texte. Mais globalement, nous, on a fait un parti pris, même avant le GDPR. Le parti pris, c'était de dire, ta donnée t'appartient. Ça veut dire que
tes relevés bancaires, tes transactions t'appartiennent. Tu peux télécharger tes relevés et les donner à n'importe qui si c'est ton bon vouloir. Donc, en quelque sorte, nous, on va l'utilisateur va nous mandater pour aller récupérer sa donnée automatiquement auprès de sa banque. C'est pour ça d'ailleurs que à l'époque, l'utilisateur rentrait ses identifiants et mots de passe, et nous derrière, il y avait des robots qui se connectaient à la place de l'utilisateur sur son compte bancaire pour télécharger globalement les soldes et les transactions, pour qu'il puisse les consulter sur son smartphone. Ce qu'on appelait le scrapping globalement. Et donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Et d'ailleurs, c'est encore comme ça que ça fonctionne, je sais, pour une partie des connexions bancaires, quand la banque n'a pas encore fourni une API ou une API qui fonctionne et qui permet de faire toutes les fonctionnalités. Mais j'avais pas Donc, en conscience que quelque t'étais sorte, si en avance que ça, là. Ouais. si je résume, il y a Ouais. une autre manière de le dire qui est beaucoup plus aguicheur, je dirais. On a hacké l'ensemble des systèmes bancaires pour pouvoir les pénétrer et récupérer les informations. Parce qu'en quelque sorte, eux, les banques mettaient en place des systèmes pour éviter justement qu'il y ait des robots qui aillent se connecter. Bah, nous, c'était notre métier, notre pur métier. En revanche, on n'était pas des hackers malveillants. On n'était pas là pour vider les comptes. On était là pour rendre service. Et d'ailleurs, ça a rendu service à énormément de personnes. Et d'ailleurs, je me souviens des messages d'utilisateurs à l'époque. C'était assez incroyable puisque ils vivaient un nouveau monde qui était de dire maintenant, je maîtrise ce qui se passe, alors qu'avant, je sais pas si on se souvient, mais c'est fou, hein, mais avant, on regardait ses comptes une fois par mois avec des relevés bancaires papier, quoi, globalement. Ouais, ça paraît dingue parce qu'aujourd'hui, c'est les applications les plus consultées. Les gens, c'est peut-être le premier truc qu'ils font le matin, tu vois, voir si Ouais, ouais. tel virement, tel paiement a été effectué. Mais tu le dis avec une simplicité. J'entends, je bois tes paroles, sauf que, comme tu l'as bien rappelé, eux, ils sont, enfin, leur data, ça vaut de l'or, et que c'est quand même les industries les plus en pointe sur tout ce qui est ouais, phishing, vol, etc. Donc, comment tu as réussi à contourner le truc, sachant qu'eux, ils investissent beaucoup d'argent quand même là-dedans, hein, et depuis longtemps. Encore une fois, on est en 2011. Les systèmes de sécurité n'étaient pas du tout les mêmes. D'ailleurs, quand tu Ok. dis ils étaient en pointe, nous, on a vu des choses, vraiment, on était très, très étonnés du faible niveau de sécurité à l'époque, hein, je le précise. D'ailleurs, je pense qu'on a participé aussi à renforcer leur système de sécurité. Mais en fait, en quelque sorte, dès le jour 1, ça a été une bataille avec les banques globalement, qui elles voulaient absolument pas qu'on se connecte de cette manière Oui, pour toi, plusieurs t'étais le raisons. vilain petit canard, ils ont dû te prendre en grippe assez rapidement, là. Bah, tu avais le sujet qui était bon, il s'est connecté à nos systèmes, on n'est pas d'accord. Donc ça c'est le premier sujet. Mais le vrai sujet, c'est que en fait mes clients en tant que banque utilisent une interface, une application qui n'est pas l'application de la banque, et ça veut dire que je perds la relation client. Donc ça c'est le premier vrai truc, c'est un enjeu business. Et le deuxième truc, c'est qu'à partir du moment où tu connectes toutes les comptes bancaires et que tu peux faire des actions, tu peux faire des virements, et on en vient à l'open banking, notamment le virement qui vient temps réel, etc. Tu peux faire des paiements compte à compte. Et derrière, si Hmm. tu peux faire des paiements compte à compte avec des virements qui deviennent de plus en plus temps réel, tu remplaces le système de paiement Visa Mastercard. Et ils gagnent beaucoup d'argent, les banques, le système bancaire gagne beaucoup d'argent avec Visa Mastercard. Et Ouais, sur les frais avec notre interbancaires, technologie, etc., quoi. Ouais. potentiellement, on peut remplacer l'infrastructure Visa Mastercard et de faire du paiement compte à compte entre deux individus ou entre un individu et une entreprise, entre deux entreprises. Et ça a été ma bataille pendant des nombreuses années au niveau du billing, c'est que, en quelque sorte, et c'est un sujet qui redevient actualité aujourd'hui, on est dépendant des Américains, Visa Mastercard, sur les paiements. Et en quelque sorte, l'open banking, si jamais il y avait une vraie volonté, notamment du secteur bancaire, de reprendre cette souveraineté, grâce à l'open banking, on peut avoir cette souveraineté puisque on fait du paiement entre banques sans passer par une infrastructure américaine. Oui, sachant qu'avec Et le donc, GIE CB, en plus carte bancaire, on n'est pas très loin de pouvoir contourner Visa et Mastercard, quoi. j'ai eu le carte bancaire, la problématique c'est uniquement franco-français, donc c'est Mhm. difficile d'être un citoyen français et dire moi je peux payer qu'en France, dès que je suis à l'étranger ça marche plus. Enfin, et Oui, non, mais surtout d'accord, mais 99% de nos paiements, ils sont en France avec des intervenants sur le sol français ou à l'Union européenne, hein. ouais, Pas mais B2B, je mais veux dire pour toi, c'est plus complexe que c'est ça, trop quoi. complexe pour être cantonné juste uniquement à la France et d'être bloqué à chaque fois que tu fais une transaction internationale. C'est pour ça que c'est Ok, un sujet j'entends. mondial. C'est pour ça que Visa Mastercard d'ailleurs est très fort. Mais si on veut Mhm. reprendre une souveraineté à minima européenne,
au sein de l'Union européenne, au sein des citoyens européens, on devrait en quelque sorte se Bon, en tout cas, réapproprier ça. tu Et as travaillé voilà. pour plein de startups qui t'ont suivi. Hein. Tu as fait le sale boulot pour eux, les Finari et compagnie. Voilà, ils font pas autre chose aujourd'hui agréger nos comptes bancaires, nous dire bah voilà, tu as tant de patrimoine aujourd'hui, tu as 300 000 euros qui se répartissent comme ça, compare tes frais, etc. Enfin voilà, tu avais la Vista 10-15 ans avant tout le monde. En deux mots, et puis on va passer évidemment à ton nouveau projet. Ça a donné quoi en KPI? Où est-ce que tu gagnais de l'argent? Est-ce que tu avais un business model? Ou est-ce que c'était uniquement voilà, une logique d'audience et d'avoir des millions d'utilisateurs pour, in fine, revendre ça à un corporate, puisque c'était le cas, puisque tu as fait un exit derrière, avec, tu peux le rappeler d'un mot, hein, mais deux jambes, une B2C qui était l'origine, puis après un business B2B. 2011, ce qu'il faut savoir, c'est que le mot fintech n'existait pas. Le mot startup commençait à peine à exister. La réglementation pour nous n'existait pas, donc c'était impossible de lever des fonds. Donc on a fait énormément de choses avec très très peu de moyens. Et donc rapidement, il a fallu vivre et donc monétiser. Donc on a eu les abonnements premium, on a eu la distribution de produits, des produits d'assurance, bancaire, négociation de crédit, etc. Parce qu'on était pertinent pour ça. Et puis on a créé le B2B, tu l'as dit, c'est qu'il y a beaucoup d'industries qui ont besoin de connecter les comptes bancaires, notamment les logiciels comptables. Et donc, c'est pour ça où il y a eu une spin-off à un moment de Bridge qui s'est développée petit à petit. Donc, il y a eu plein de moments. Il y avait pas. Je dirais qu'à la base, il y avait un peu ce mouvement avec Facebook qui était de dire concentre-toi à avoir le plus grand nombre d'utilisateurs et la monétisation viendra. Donc, on a eu un moment cette phase. Mais la réalité, c'est que on n'est pas Facebook, on n'est pas aux US, on n'a pas non plus les investisseurs qui sont capables de suivre ce genre de stratégie. Donc, il a fallu monétiser rapidement. En quelques chiffres, au plus, j'irais au plus haut de Bankin, on devait être à 1,5 million d'utilisateurs actifs qui se connectent quasiment tous les jours en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne. Il y a eu la réglementation qui a eu en fait des effets désastreux sur nous parce que au niveau technologique, ce qu'on avait construit était bien plus performant que ce que nous proposent les API bancaires aujourd'hui. On est monté jusqu'à 150 collaborateurs sur les deux activités, Banking et Bridge, puisque c'était la même entité à un moment, jusqu'au spin-off. On a levé 50 millions d'euros. Et aujourd'hui, les deux entreprises, au total, je dirais, doivent faire entre 15 et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ok. Et donc toi, tu vas sortir et vendre à quel moment là? Moi, je vais sortir. On a signé en 2018 avec le groupe Casino, qui était un investissement de 20 millions d'euros et un rachat de parts programmées. Justement, avec cette thèse qui était de dire que s'il y a un grand groupe retailer casino, et à l'époque, il y avait 50% des Français qui passaient dans les magasins casino, s'ils commencent à utiliser Bridge, notamment pour le paiement en magasin, et d'éviter Visa Mastercard, ils économisaient des centaines de millions d'euros en frais bancaires, en interchange. Et si on arrive à faire ça, peut-être qu'on va réussir à agréger d'autres retailers et puis en fait de faire ce système de paiement souverain et avec le retailer au centre. La réalité, c'est qu'on n'a jamais réussi à mettre en œuvre pour X raisons et notamment parce que le groupe Casino était pas forcément en très bonne forme à l'époque. Mais globalement, ils ont racheté les parts jusqu'en 2022, qui a été la dernière tranche. Et c'est là où on a séparé vraiment Bankin et Bridge. Bankin a été revendu au groupe Casino. Moi, j'ai levé 20 millions d'euros pour Bridge et j'ai accompagné Bridge pendant 6 à 9 mois, le temps de recruter un dirigeant pour prendre la suite. Et depuis, j'ai plus aucun mandat dans Bankin. En revanche, je suis encore membre du board et actionnaire minoritaire dans Bridge. Depuis, Ok. début 2023. Donc courant 23-24, je crois que tu fais une pause. La pause Pause de 2 ans, bien méritée réparatrice. après Ouais. voilà. Il faut, hein, je pense, Tu fais quoi? j'ai Tu pas fais un parlé tour du avec. monde? Tu fais quoi là? Sans indiscrétion. Alors ouais, globalement, en fait, moi, ce qui a été vraiment, j'en ai parlé beaucoup avec ma femme. Je lui ai dit, c'est pas possible d'être aussi demander autant d'énergie pendant quasiment 15 ans, d'être au front, etc. Et du jour au lendemain, je m'assois dans le canapé, c'est pas possible. Donc il me faut un marqueur physique. Il faut que je fasse quelque chose. Et donc j'ai voyagé. J'ai voyagé autour du surf et du kitesurf parce que je savais pas voyager. En fait, je voyageais seul en plus à l'époque parce que ma femme était pas, elle pouvait pas partir comme ça avec moi. Je savais pas voyager seul, donc j'ai pris comme thème surf et kitesurf. Et ça a été très bien parce qu'on arrive à des endroits où il y a du surf et du kitesurf, tout de suite tu rencontres du monde.
Et ça m'a vraiment ressourcé parce que tu penses totalement à autre chose. Tu fais du sport, Ça t'a voilà, emmené où tu alors? te marres. Raconte-nous un peu là, fais-nous rêver. Je suis parti aux Philippines, au Maroc, en Martinique, à Bali, voilà, grosso modo. Et puis j'ai fait pas mal d'allers-retours en France, donc c'était pas d'un coup, mais globalement, pendant 2 ans, j'ai mixé voyage et retour à Paris. J'ai fait pas mal d'investissements en tant que business angel, comme j'imagine beaucoup d'entrepreneurs qui font un exit. Et puis voilà, globalement, ma vie pendant 2 ans. Ça fait beaucoup de bien et je pense qu'il 25. y en a Oui, besoin vas-y, vas-y, je t'en prie. quand t'as charbonné. Oui, oui, la Il pause faut se ressourcer, fertile. quoi. Ouais, c'est clair. Mm. Et donc 25, l'entrepreneuriat te démange à nouveau et ouais, au printemps 25, donc il y a pas très longtemps, il y a 9 mois, tu décides de relancer un business. Rien à voir, on n'est pas dans la fintech, mais le point commun quand même que je vois, c'est que tu te lances sur un business qui n'existe pas. Alors pour le coup, là, on le voit venir et assez rapidement. On va pas attendre 5 6 ans, mais grosso modo, tu as peut-être quelques concurrents, mais le business n'existe pas, quoi. Bah, le business, enfin, le business de vendre en ligne, de la présence en ligne, de comment acquérir des clients et distribuer des produits en ligne, ça existe et c'est massif. Là, il y a une transformation qui fait qu'il y a un nouvel angle, il y a un nouveau canal en quelque sorte qui se crée. Et donc c'est en ça où c'est nouveau. En revanche, c'est un business qui existe. Par rapport à l'open banking et l'application bancaire, où là c'était complètement existant, là on prend un business qui évolue. Et en fait, pourquoi j'ai été amené à créer ça? J'ai deux de mes anciens associés et collaborateurs de chez Banking et Bridge, avec qui je m'entends très bien. On a beaucoup de plaisir à bosser ensemble et on sait qu'on est très solide parce qu'on a vécu plein de phases, des hauts et des bas pendant plus de 10 ans dans ces aventures, qui étaient disponibles et qui étaient très motivés à l'idée de recréer une boîte ensemble. Et moi, après 2 ans à flâner en quelque sorte, moi j'ai 40 ans, je me suis dit bon, c'est intéressant, mais moi il me manque en quelque sorte d'avoir un projet, une équipe, une construction, une énergie. Et donc quand ces deux personnes m'ont dit bah est-ce qu'on ne rentrait pas une boîte ensemble, j'ai tout de suite dit oui. Et on a créé la boîte ensemble sans savoir ce qu'elle allait faire. Je pense que c'est une particularité, mais c'est Ah oui, ça, aussi c'est ça représente bien. l'incarnation souvent d'un bon deal, en tout cas d'un bon départ. C'est que oui, il n'y a pas forcément il y a même pas du tout, en l'occurrence, là, d'idée, tu sembles le dire, mais il y a une équipe, il y a une envie de construire, de repartir ensemble parce que vous vous connaissez très bien depuis des années. Et peu importe, vous pourrez changer 10 fois d'idée. Là, vous êtes soudés et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres, quoi. Bah, le plus important, et on ne fait que le répéter, et c'est difficile à comprendre si on n'a jamais créé de boîte, mais le plus important, c'est avec qui tu vas t'associer. Et en fait, de trouver des associés, c'est extrêmement dur. Pourquoi? Parce qu'un associé, tu ne le connais que quand tu as travaillé avec lui et a vécu des moments très intenses avec lui pendant plus de 10 ans. Si tu l'as pas fait ça, bah, tu le connais pas vraiment. Donc nous, on a la chance de se connaître, de savoir qu'on est complémentaires, qu'on a plaisir à bosser ensemble et qu'on est solide. Donc en fait, on s'est dit, bah, on a l'essentiel entre nous. Deuxième chose, il y a l'IA qui arrive et qui transforme le monde de manière gigantesque, comme on ne l'a jamais vu depuis peut-être la création d'Internet. Donc on s'est dit, une équipe solide dans un moment mais charnière dans la vie du monde, qui du coup crée énormément d'opportunités pour les entrepreneurs. Eh ben, on s'est dit, bah, il y a tous les ingrédients, même si on ne sait pas ce qu'on va faire, il y a tous les ingrédients pour faire quelque chose. Et donc, on va se laisser le temps pour explorer. Et donc, on a exploré, on a fait des tests, on a fait plein de trucs, on a notamment testé les capacités des IA. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les IA, comment les IA vont transformer le monde. Et puis, on est arrivé à ce sujet, en fait, de comment vendre des produits à travers les IA, parce que ça sortait de partout. Enfin, à chaque fois qu'on parlait avec quelqu'un, il disait, bah, toutes les directions marketing, dans toutes les entreprises du monde, tout le monde se dit, bah, il y a un truc qui se passe, j'utilise ChatGPT qui me conseille, bah, d'où vient ce conseil? Et derrière, j'achète le produit qui m'a conseillé. Donc, en fait, Et comment, bien, comment ça est-ce qu'on vient de là, parle de quoi. moi? Comment je fais en sorte de ne pas Ouais, être effacé de l'histoire, quoi? Alors que je suis très bien référencé en SEO, exactement. en SEA sur Google, quoi. Ouais, c'est une problématique majeure et c'est un marché extrêmement profond. Toutes les Ok. entreprises du monde qui doivent se saisir du sujet de manière urgente. Donc là, tu as le constat, tu as un début d'idée. Où est-ce que vous vous dites, tiens, là, voilà, la plateforme, elle peut ressembler à ça. Comment tu vas structurer ton offre? Nous, on se lance, on se dit, bon, bah, il y a un truc, on va tester, on va faire une bêta.
La bêta elle va être assez basique. Elle va globalement te dire à peu près où est-ce que comment t'es référencé aujourd'hui dans les IA, ChatGPT et les autres. On sort cette bêta, on se saisit de ce sujet en avril-mai, on sort la bêta en juin, donc tu vois, c'est assez rapide. Et en juin, je fais un post LinkedIn et il y a plus de 1000 personnes qui s'inscrivent sur la plateforme. Donc c'est des personnes qui bossent en entreprise, il y a à peu près de tout. Et ces personnes, on interagit énormément avec elles, on essaie de comprendre pourquoi elles se sont inscrites, comment elles l'utilisent, quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on développe, à qui on parle déjà, de mieux comprendre le persona, est-ce qu'on arrive à vendre. Et donc c'est là où on a fait nos premières ventes, alors que c'était encore bancal. Et d'ailleurs, il y avait des premiers clients, c'était des amis entrepreneurs, avec qui à l'époque j'avais pu rendre service, etc. Et en fait, ils étaient contents de me rendre service et me dire je vais t'aider dans cette période-là, je sais que ton truc il est pas sec, mais voilà, si je peux te donner un coup de main. Et d'ailleurs je leur remercie parce que c'est vraiment ces petits coups de pouce là sont essentiels à ce moment-là de l'aventure. Et globalement on rentre sur le marché sans vraiment savoir à quoi s'attendre, mais on y va. On a une énorme quantité d'informations sur le besoin du marché et ensuite on fait une V2 en septembre. Et là, tout s'accélère dans le sens où on commence à signer en quelque sorte des vrais clients et parfois des gros. On part en levée de fonds parce qu'en fait, ce qui est assez extraordinaire et peut-être qu'on pourra l'évoquer, c'est que le monde va à une vitesse incroyable. Mais c'est hallucinant. Ça fait même un peu peur de comment on va réussir à suivre l'évolution du monde. Quand je dis l'évolution du monde, c'est l'évolution de la concurrence, du marché, des modèles, comment en quelque sorte l'ensemble des entreprises doivent se transformer de manière urgente et d'avoir cette culture de transformation. Et on s'est dit, il faut qu'on lève parce que là, à 3, même si on signe des clients, il faut qu'on accélère très fort. Et donc, on part sur la route pour lever. Avec l'expérience qu'on a, évidemment, on arrive un petit peu plus à le contraindre dans le temps et à le faire comme on le veut. Et on a levé. Ça va durer combien de temps alors? On se lance, je dirais, mi-septembre. Ok. On close mi-novembre, fin novembre, donc ça dure 2 mois. Et on annonce début décembre. Donc 4 millions Tu d'euros lèves 4 avec. millions d'euros avec Founder Ouais, Future, enfin que des beaux noms, hein. ouais, Kima, Venture de Xavier Niel, 50 Partners, ouais. Better Angle, enfin voilà. Ouais, Clover. On est très content. Il y a aussi le CEO de Miracle, Philippe Corot. Philippe Il y a Corot, Emmanuel Grenier qui est CDO de Carrefour. Ça, c'est des personnes qui sont extrêmement importantes pour nous parce qu'elles apportent une expertise notamment du e-commerce et du retail qui ont des problématiques, je pense, dans ce qu'on appelle AI Search ou GEO qui est très particulière. Ouais, on est très content et notamment parce qu'avec l'expérience, on sait, on a une idée beaucoup plus précise de avec qui on veut s'associer aussi en tant qu'investisseur. Et je l'ai vu, moi, dans mes levées de fonds successives, les investisseurs ont un impact et peuvent être déterminants à des moments clés de l'entreprise. Et donc, on voulait être sûr d'avoir les bonnes personnes autour de la table, quoi. Donc, on est très content d'avoir réussi ça et de faire ça dans un temps ouais, restreint. t'as du lourd là, hein. CBA là, tu les as cités, que ce soit Philippe Corot de Miracle, magnifique licorne, Ouais, Emmanuel Grenier qui a été aussi patron de Cdiscount pendant longtemps, enfin c'est du lourd là. Ouais. ouais. C'est vraiment, on est très heureux. Et puis là, on recrute, du coup. On recrute la première, Ouais, parce que t'as les levé premiers 4 millions, mais collaborateurs qu'on vous êtes aborde. toujours 4, hein. Vous êtes pas très nombreux encore. On est 3. On est 3. 3 On toujours? est Ah, 3 ok, ok. on est 3 cofondateurs et il y a notre première Ouais, la collaboratrice stagiaire, qui nous a 3 et rejoint il y demi. a 2 semaines, Ah, non, d'accord. qui est notre CMO et avec qui on avait bossé. C'est une ancienne de Bridge qui était au marketing et avec qui on a eu beaucoup de plaisir à bosser ensemble et on a renoué contact et elle a tout de suite mordu, quoi. Donc elle nous a rejoint, on est très content. Donc là aujourd'hui on est 4, mais c'est très très récent et on recrute une petite dizaine de personnes. Et je pense qu'aujourd'hui, avec une petite dizaine de personnes, tu peux déjà faire une entreprise assez exceptionnelle et faire beaucoup de choses. Donc, on va stabiliser à 10 et puis on verra comment scale après. Bon, et c'est quoi, raconte-nous les cas d'usage, et puis t'as Secret Sauce sans tout dévoiler, mais je veux dire, comment tu fais en sorte que, ouais, si je demande à ChatGPT, tiens, c'est quoi les podcasts tech sympas à écouter, Tech 45, soit sur le podium dans les 3 premiers, quoi, et pas le 72e que personne du coup n'entendra, puisque c'est même Ouais. plus une liste de réponses maintenant. On va te dire, tiens, il faut que tu écoutes ça, et basta, quoi. Je vais essayer de te faire un micro-cours en quelques minutes de ce que c'est l'AI Search. Mais si je dois résumer la substance moelle, c'est globalement quelles sont tes cibles, comment s'expriment tes cibles, quels sont leurs besoins, comment ils l'expriment. Euh, et est-ce que toi, en tant qu'entreprise ou en tant que podcasteur, tu as produit du contenu, tu as communiqué, comme quoi tu répondais exactement à ce besoin-là et que tu l'as posté au bon endroit en ligne.
à l'endroit pertinent où justement ces gens-là vont se renseigner. Parce que les IA, globalement, elles font ça. Tu lui poses une question, elle va essayer de détecter les endroits pertinents pour aller se renseigner sur ce sujet, et ensuite elle va essayer de lire tout le contenu et de se dire Sébastien, il est très pertinent sur les podcasts, sur les entrepreneurs. Mais parce qu'à un moment, tu l'as communiqué quelque part. Donc globalement, c'est ça. Déjà, Donc, quels sont tes je cibles? me pose les bonnes questions. Deux, je me mets à la place effectivement de ma cible. Et trois, bah, du coup, j'imagine que toi, tu vas m'aider à faire en sorte de recenser, et si c'est pas encore fait, de produire les bons contenus et de les loger aux bons endroits pour que les LLM aillent les scanner, les scraper, Ouais, pour que ça ressorte dans une réponse. exactement, exactement. Donc je sais pas. Déjà, la première chose, c'est quelles sont tes cibles et comment elles s'expriment, et par impact business. Parce que si toute la problématique, c'est de monitorer ton référencement, mais sur les bonnes expressions de besoin qui ont un impact business chez toi. Je schématise. Si tu as une paire de chaussures, tu es un vendeur de chaussures, et tu as fait une paire de chaussures pour les prochaines personnes qui préparent le marathon de Paris, qui ont moins de 20 ans et un budget de moins de 100 euros. Peut-être que c'est super pertinente, mais je ne sais pas combien il y a de personnes qui vont dire j'ai moins de 20 ans, budget de moins de 100 euros, prochain marathon de Paris. Donc déjà, la première question, c'est est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas qui vont poser cette question-là? S'il y en a beaucoup, eh ben, posons cette question dans les modèles et essayons de comprendre où est-ce qu'ils vont se renseigner. Et les modèles vont aller partout en ligne. Et donc, nous, on traque l'ensemble des sources sur lesquelles ils vont consulter. Peut-être que c'est meilleures chaussures marathondeparis.com. Je ne sais pas si ça existe, mais j'en sais rien. Ou meilleures chaussures de running à moins de 100 euros. Je ne sais pas. Ça peut être aussi, je sais pas moi, de la presse, des comparateurs, des blogs. Il y a peut-être même des vidéos YouTube, des influenceurs. Bref, je ne peux pas répondre à ta question tant qu'on n'a pas posé cette question-là au modèle et qu'on n'a pas suivi l'ensemble des sources qui ont été consultées. Une fois qu'on a fait ça, nous, on est capable de dire comment tu es référencé, comment tes concurrents sont référencés, par quelle expression de besoin tu as un gap de visibilité, c'est-à-dire là, tu n'es pas du tout visible alors que c'est ta cible, quelles ont été les sources consultées, et donc quel est le contenu qu'il faut que tu produises, et où est-ce que tu dois le poster pour être plus visible par les modèles, et donc davantage détecté comme pertinent à cette question, et donc recommandé. Et donc, tout vient déjà de l'expression de tes cibles, parce que s'il y a plein de monde qui fait des recherches, je fais mon prochain marathon à moins de 100 euros, la paire de chaussures, qu'est-ce que tu me recommandes, et j'ai moins de 20 ans et je suis du 42, et toi tu as fait une chaussure spéciale là-dessus, et ben il faut que tu le communiques, il faut que tu le communiques au bon endroit. Donc c'est tout ça en fait l'AI Search, c'est le monitoring, de comprendre les sources, définir un plan d'action, et ensuite de créer du contenu at scale, du contenu de qualité at scale. Et quand je dis de qualité, c'est super important parce que de faire du contenu pauvre par l'IA, c'est sanctionné par les moteurs d'IA notamment. Donc il faut créer du contenu de qualité. At scale parce que quand tu accompagnes, nous on a des clients comme Accor, Edenred. Accor, on imagine le nombre de marques, d'hôtels dans le nombre de pays. Et les différents cas d'usage, parce qu'il y aura les business, les voyages business, les voyages famille, pour chaque lieu, parce que là c'est vraiment des hôtels localisés, donc il faut le faire at scale et de le poster au bon endroit. Et donc aujourd'hui, dans le poster au bon endroit, ça ressemble un peu du SEO avec du netlinking, mais de plus en plus, tu vas le poster directement auprès de OpenAI, auprès de Gemini, parce qu'il va y avoir du e-commerce agentique. Et donc, comment ça se fait qu'il va penser à toi à ce moment-là sur ce besoin et que tu as cette paire de chaussures qui correspond exactement à ce besoin-là? Il faut que tu lui envoies l'information. Évidemment, c'est pas suffisant parce qu'il va dire ok, j'ai cette information, mais est-ce que tu es légitime? Est-ce que tu as des bonnes notes? Est-ce que tu as des bons taux de conversion quand je te recommande, et est-ce que derrière ça génère des ventes? Est-ce que tu es présent sur les quelques sources sur lesquelles on parle énormément de chaussures de running? Bref. Mais globalement, c'est ça la théorie, et c'est ça que fait notre plateforme, avec évidemment un accompagnement humain, puisque c'est tellement un sujet nouveau, il faut éduquer, il faut former, il faut accompagner, et puis il faut aider les entreprises à s'organiser et parfois à exécuter même tout ce plan d'action. Enfin, accompagnement humain, si vous êtes quatre, bon, une centaine de clients, ça va. Quand tu vas rajouter un ou deux zéros, soit il va falloir automatiser beaucoup de choses, soit recruter. Mais il y a quelque Aujourd'hui, chose on qu'il va passe par falloir des freelances. modifier là. On passe par des Ok. freelances qu'on fait monter sur des projets, qu'on forme au JO et qu'on fait monter. Et puis on recrute aujourd'hui des CSM. On en recrute plusieurs d'ailleurs. Et puis évidemment, il y a aussi la capacité à automatiser
grâce à l'IA. Et donc c'est ça je dirais la transformation gigantesque que le monde est en train de vivre, c'est qu'il y a énormément de choses qui est automatisable sur tous les modèles, tous les sujets d'ailleurs. Et c'est assez effrayant et je me dis que les grands groupes, notamment, c'est un vrai challenge pour eux parce que les grands groupes sont pas réputés pour bouger rapidement. Et là, ce qu'on est capable de faire à 3 aujourd'hui, ce qu'on sera capable de faire à 10 très peu de temps, nous aujourd'hui avec les moyens, mais on n'est pas plus intelligent ou plus con que les autres. Je pense dans le monde, il y a plein d'entrepreneurs qui se lancent et les barrières technologiques tombent. Globalement, aujourd'hui, il y a plus besoin de coder. Et ça, c'est le discours que je tiens aujourd'hui. Si on en reparle dans 1 an ou dans 2 ans, ça aura fondamentalement changé et pas forcément dans la direction facile à gérer pour les grands groupes. Globalement, les grands groupes doivent se transformer à une vitesse folle parce qu'aujourd'hui, on est capable de répondre beaucoup plus vite, beaucoup mieux à un besoin bien précis avec beaucoup moins de moyens. Et donc, il y a un vrai sujet d'ailleurs d'emploi. Ça soulève beaucoup de questions, mais en tout cas, nous, sur le sujet marketing au global, comment faire plus de business en ligne et notamment via les modèles, c'est notre travail d'accompagner les équipes marketing de groupe de se saisir de ces nouvelles technologies et on aide à aller automatiser les workflows pour être capable de le faire à grande échelle et de manière qualitative. Donc notamment, tu dis via des externes, des freelances, tech, account manager, customer success manager, etc. Est-ce que tu as déjà des acteurs, clients ou pas d'ailleurs, ou des secteurs que tu vois en pointe là, qui adoptent ce type de technologie et qui le font déjà à l'échelle bien, quoi, selon toi? Alors, déjà, ce que je vois, c'est qu'il y a plusieurs tendances de marché que je capte. Déjà, les grands groupes, étrangement, nous, en étant relativement peu, on a signé quand même une dizaine de grands groupes en très peu de temps. C'est extrêmement rare. J'ai jamais vu ça. Et je pense que les grands groupes ont compris l'importance d'aller vite sur ce sujet et de se faire accompagner. Tu d'avoir vas très un vite, tu processus. donnes pas encore tes chiffres, mais en gros, tu feras le million, le classique million d'ARR que tout le monde, tous les VC regardent, a priori d'ici à l'été. Donc ça va vite pour vous, Ouais, quoi. ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Mm, Non, mais mm. signer des grands comptes comme ça, moi j'ai jamais vu à l'époque. Il fallait quand même être structuré pour être capable de faire ça. Puis il y a des process de vente très longs, plein de questions sur le juridique, etc. Enfin bon, bref. Là, ils ont compris qu'il fallait un peu avoir un processus de décision, un processus rapide, et qu'il y avait une urgence. Donc les grands groupes, pour moi, ils se sont saisis de ce sujet. Est-ce qu'ils vont être capables de leverager, je dirais, à la hauteur de l'enjeu? Parce qu'on n'est pas que sur les sujets marketing, selon moi. Il y a tous les métiers dans tous les départements. Ça, c'est une question. Parce qu'il va y avoir, quand il va falloir passer à l'échelle, là, il va se poser des questions de la donnée, la sécurité, la souveraineté, l'emploi, la transformation aussi. C'est quand même les équipes, elles vont pas faire le même boulot qu'aujourd'hui. Il y a un changement très fort dans la manière de travailler. Ensuite, si je reprends les petites boîtes, celles qui viennent nous voir, c'est qu'elles sentent déjà des clients qui viennent après une recommandation de ChatGPT, Gemini et autres. Donc, ils sentent qu'il y a un canal d'acquisition qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, ils se disent, oula, il y a un truc, il faut que je le comprenne et je le maîtrise. Ceux qui ne ressentent rien, globalement, pour eux, il n'y a pas d'urgence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un truc qui est en train de se passer, mais ils sont en train de louper, quoi. Donc, eux, ils viennent pas forcément nous voir. Donc, les grands groupes et ceux qui sentent déjà qu'il y a un canal d'acquisition. Et ensuite, par secteur, nous, on voit, il y a le travel. On a Bellambra, on a Accor. Donc, eux, il y a un vrai enjeu parce qu'ils ont bien conscience que quand je cherche un week-end à moins de 2 heures de Paris et je pose la question à ChatGPT, ou alors je veux partir loin ou sur le kitesurf, explique-moi les bons spots à telle région en fonction de la saison, etc. avec tel budget, je pose la question à ChatGPT. Donc être bien référencé quand je suis un hôtelier, c'est essentiel. On a aussi étrangement, alors ça je ne sais pas vraiment expliquer, mais on a Pluxee, Edenred également comme client. Donc là c'est l'avantage salarié. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que le B2B, les décisions B2B sont énormément mûries avec les modèles. Et donc, je dois choisir un logiciel, je dois choisir, je sais pas, des avantages salariés, je dois choisir quelque chose en B2B. Je fais de plus en plus mon benchmark, ma due deal avec mon modèle IA. Donc, c'est pour ça aussi que c'est super important en B2B d'être bien référencé. C'est vrai que ça marche très bien. Ça marche très bien sur des classements, des comparatifs d'avantages, de frais, de je sais pas quoi. Alors, il y a souvent des erreurs, mais grosso modo, ça marche plutôt bien quand même. Les erreurs, c'est un sujet de référencement. C'est-à-dire que l'entreprise n'a pas mis à disposition de la bonne manière l'information sur ses produits pour que les modèles sachent que ça soit à tel prix. Et ça, c'est un énorme enjeu.
Le e-commerce, je dirais que c'est au balbutiement. Il y a un énorme enjeu qui arrive et tout le monde est en train de se dire, bon, il faut que je me prépare, mais on manque vraiment de matière très concrète pour le faire, puisque OpenAI et Gemini n'ont pas encore industrialisé en quelque sorte la gentille e-commerce. Mais on sait que ça va arriver. Donc, il y a un peu tout le monde dans les starting blocks. Et puis après, on a un peu tout comme client. Sincèrement, il y a un peu, voilà. Et je dirais, plus la décision est complexe, plus on utilise les modèles pour. Si tu veux acheter une voiture, par exemple, aujourd'hui, bah, tu vas forcément poser la question à ChatGPT ou autre. J'ai en famille, j'ai 3 enfants, j'ai tel budget. Ce qui est important pour moi, c'est l'électrique, l'hybride, machin. Et tu vas comparer, en fait. Donc, en fait, toutes les décisions mûries, tu les mûris avec ChatGPT aujourd'hui. Et la pub, sauf erreur de ma part, je crois que ouais, avec le code rouge, Sam Altman a décalé l'arrivée de la pub, c'est ça, sur ChatGPT? Il, il l'a annoncé. Il l'a Oui, annoncé surtout, donc je me oui. demande s'il l'a pas accéléré, Ah, ok. notamment Finalement, ouais. parce qu'il y a un sujet de business model pour eux. Donc je pense que de mettre de la pub rapidement, ça va renflouer les caisses. Nous, on s'y attendait, hein, c'est pas une surprise. La question, c'est comment elle va être faite et comment elle va être, je dirais, insérée dans les réponses. Ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, c'est assez basique. Tu as la réponse du modèle ChatGPT qui est pas influencée et à côté, tu as une sorte de bannière un peu classique qui je sais même pas si d'ailleurs c'est par rapport au contexte, donc peut-être qu'ils font du clustering des sujets. Donc c'est encore au tout début, mais ça évolue tellement vite qu'il faut qu'on se positionne très rapidement là-dessus. Donc nous, on a la chance d'être à Station F en ce moment. On a des accès avec certaines équipes d'OpenAI, donc on espère être parmi les premiers à pouvoir tester ça. Mais tu as l'air assez quand même à la fois très enthousiaste, très excité. Mais quand tu sors de ton univers, ta bulle, entre guillemets, t'as l'air pas forcément, sur le plan macro, très rassuré là, sur ce qui nous attend, En fait, sur t'as l'impact. toujours des opportunités et des menaces. Les opportunités, je pense que en tant qu'entrepreneur, c'est une période formidable parce que tu peux globalement, tu deviens un super héros, tu as des super pouvoirs grâce à l'IA. Tu peux coder, tu peux concrétiser tes idées très rapidement, et puis il y a une transformation du monde massive. En revanche, il y a un point de vue philosophique ou sociétal, c'est quel va avoir l'impact de l'IA pour l'ensemble des entreprises et des métiers du monde. Enfin, moi, Mm. mon associé CTO me dit que dans les 12 prochains mois, tu as 30% des codeurs qui vont être mis à la porte. Il me le dit. Il me dit, moi là, ce que je fais tout seul avec mon Cloud Code, c'est comme si j'avais 5 codeurs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une équipe de 50 codeurs, bah, tu vas en avoir besoin plus que de, je sais pas, 7, 8 expérimentés. Et si tu prends le sujet de création de contenu, donc aujourd'hui, il y a plein de personnes qui créent du contenu, voilà, des rédacteurs, bah, il n'y a plus besoin de ces rédacteurs-là. Pour la vidéo, je sais pas, les designers, bref, on en passe, mais on est encore au tout début. Je veux dire, dans la vitesse des capacités des Oui, IA, on je sais sent pas qu'il si n'y a tu as pas vu. une verticale qui va être ignorée, quoi, enfin, épargnée. Non, non, pour moi, Ouais. vraiment, je le vois. Enfin, moi, j'ai cette image en tête, c'est que les grands groupes, c'est comme une citadelle. Et là, il va y avoir des échelles avec des mecs qui attaquent de partout, de tous les côtés. Parce que n'importe qui peut aujourd'hui créer une entreprise ultra performante avec très peu de moyens, grâce à Oui, l'IA. mais ceux Et qui te répondent oui, mais il va falloir encadrer tout ça. Il y a toutes les questions que tu as évoquées rapidement d'un mot, réglementaires, juridiques, et que voilà, il va falloir des agents d'IA, on va être comme ça, aller checker, les former, les régler. oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu crées une entreprise aujourd'hui, tu as l'IA au cœur. Donc, tu es capable, même s'il y a des questions qui se posent sur la sécurité, sur encadrer, etc., tu mets l'IA au cœur, donc tu es de fait 1000 fois plus Tu peux performant. faire plus avec Euh, moins. Bah ouais, et alors qu'une entreprise installée sur des technologies un peu plus vieilles, elle doit se transformer. C'est beaucoup plus compliqué de se transformer. Et le temps qu'elle va mettre pour se transformer, mettre l'IA bah, au centre, enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui vont se créer sur des points bien précis, des Oui, verticales, et qui qui vont vont venir les réussir à bien attaquer, faire quoi. mieux le boulot, quoi. Hum, Donc en hum, fait, hum. quel est l'avantage tu as concurrentiel que tu as? Donc tu as peut-être le portefeuille client, tu as peut-être la marque, tu as peut-être des savoir-faire très très particuliers, mais les barrières s'abaissent. Enfin, nous, on le voit du point de vue concurrentiel, euh, et la rapidité où vont, nous on va, mais où nos concurrents vont, c'est absolument incroyable. Donc ta Donc je vision me à long dis, terme pour GetMind, ça peut être quoi à 4-5 ans? T'as aucune idée de ce que tu feras? Où est-ce que tu seras?
Déjà, c'est très difficile aujourd'hui, je pense, d'avoir une vision très claire à 5 ans, parce que dans un monde qui évolue tellement vite, avec des annonces comme ça qui bouleversent tout, donc il y a, je pense, une chose extrêmement importante à faire, et c'est ce qu'on s'était mis comme guidelines en tant qu'associé, de garder une culture de remise en question, de transformation constante. On dort pas sur nos acquis, on va se former, on reste aux aguets, on fait de la R&D, on essaye de rester au plus proche de ce que les modèles permettent et de se remettre en question. De garder le plus possible une équipe et une structure light, parce que c'est beaucoup plus facile de bouger avec une structure light plutôt que d'avoir une espèce de mammouth qui se construit. Donc je pense qu'au niveau culturel, c'est extrêmement important d'avoir cette culture d'innovation et de transformation. Ensuite, rester agile, de pas, et c'est toute la discussion que j'avais avec les investisseurs. Ils disant, bah alors attends, nous, les investisseurs ont envie d'entendre un entrepreneur qui dit, non mais moi, je suis visionnaire, dans 5 ans on sera là, je sais exactement quoi faire, etc., etc. La réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, c'est super compliqué. Si je vous dis ça, peut-être que je le dis, mais quel est le poids de ce que je viens de dire? Moi, c'est plutôt de dire, attendez les gars là, ça se trouve demain, OpenAI fait une annonce, il y a tout un truc qui s'écroule ou un truc qui se monte. Comment je dois réagir à ça? Est-ce que je reste sur ma vision d'avant ou est-ce que je réagis? Donc là, pour moi, l'enjeu là, c'est d'être capable de réagir. Et donc, voilà, c'est. En revanche, je pense qu'avec une équipe solide, et on revient sur les associés de départ, dans cette période où il y a une transformation grande et un challenge pour les grands groupes de se transformer, il y a une énorme opportunité de bien maîtriser ces technologies, de bien comprendre les clients et de faire le pont entre les deux pour que les clients maîtrisent ces technologies dans notre sphère, en l'occurrence, qui est comment faire plus de business à travers les modèles ou globalement en ligne. Ça, il y a énormément de choses à faire. Et pour nous, si on reste collé à ça, on apportera toujours de la valeur à nos clients. Bon, restons aware, aurait dit le grand philosophe Jean-Claude Van Damme. Joël, on arrive sur la fin de ce Tech 45 que tu connais, je crois, un peu. Donc, 2-3 questions pour terminer en quelques secondes. Ton meilleur souvenir depuis quelques mois, là, chez GetMind ou avant, dans l'aventure banking? Il y a plein de bons souvenirs et c'est bien souvent lié aux équipes. Mais si je dois en choisir un tout de même, et en l'occurrence c'est pas lié aux équipes, mais c'est le lancement de Banking quand le jour après le lancement où tout le monde disait c'est impossible, vous n'y arriverez jamais, c'est impossible techniquement, c'est impossible juridiquement et c'est impossible que les gens mettent leur code et utilisent une application qui n'est pas l'application de la banque, et que le lendemain je vois des milliers de personnes qui se sont connectées et que ça fait péter les serveurs. Là, ça m'a quand même marqué et je me suis dit entre ce que disent les gens et au final, ce que tu dois faire, il y a quand même il y a quand même un monde. Le moins bon, voilà, alors, c'était quoi? Ouais, c'est pareil, il y en a beaucoup. Un seul. Mais parce que, mais peut-être parce que je l'ai pas dit beaucoup et que ça a énormément de mal. Un moment très très particulier, c'est que j'ai un fonds d'investissement qui m'a planté la veille de faire le virement. C'est-à-dire que on a tout signé, on a tout fait des trucs et la veille il dit ah bah finalement non. Ça a été extrêmement marquant et ça peut mettre les entreprises en péril. C'est extrêmement dur. Et ce fonds-là, c'est 360 partenaires, Emmanuel et François Tison. Donc je les salue. J'ai pas oublié et on n'a qu'une voilà, on a qu'une réputation et ça fait très mal. Et surtout quand il n'y a pas de raison. Enfin, j'ai pas compris la raison quoi. S'il y avait à la rigueur, il y a une vraie raison, je peux comprendre, mais là, j'ai pas compris. Ah, c'est fort de les citer. C'est bien, c'est courageux de ta part. Bah, Euh, moi, j'ai rien à perdre là-dessus. Hein. Mais bien J'ai sûr, rien à bien perdre, sûr. Non, franchement. mais aucun problème, aucun problème. Meilleur conseil que tu donnerais à un entrepreneur comme toi qui veut recommencer ou un wannabe, quelqu'un qui veut se lancer là cette année? Bah, moi, c'est ce que je dis souvent, c'est arrête de réfléchir et fonce. L'entrepreneuriat, c'est pas de la réflexion, c'est de l'action. Et plus tu avances, plus tu fais, plus tu as de l'information pour prendre des décisions éclairées. Si tu réfléchis en amont, forcément, tu vas prendre des mauvaises décisions. Il faut que tu ailles. C'est en avançant que tu apprends et que tu prends les bonnes décisions. Donc, Ta arrêtez de technique pour réfléchir. t'améliorer, toi, c'est quoi? En fait ce qui est super dur de s'améliorer, c'est globalement de se changer fondamentalement parce que je me dis, ouais, je vais m'améliorer et puis au final, tu retournes à ton bureau et tu fais la même chose. Donc je dirais que ce qui me transforme le plus, c'est de m'entourer de personnes qui sont bien meilleures que moi sur des secteurs, sur des choses différentes. Et en fait, c'est en étant au contact de ces personnes-là que j'arrive à me changer vraiment.
Sinon, d'être tout seul, moi, encore dans ma bulle, à me dire, il faudrait que je change. Entre ce que tu veux changer et changer son comportement au quotidien, je trouve c'est extrêmement dur. Donc, vraiment, c'est le contact des gens qui, je pense, me fait changer en mieux. Très bien. Et la prochaine personne que je dois inviter, après toi? Alors, il y a un entrepreneur que je trouve assez extraordinaire qui est relativement peu connu. J'ai eu la chance d'investir dans sa boîte et il a une histoire vraiment incroyable. C'est Pierre-Éloi Accard de Bling. Il a vraiment eu des hauts et des bas et lui, en termes de résilience, franchement, c'est un cas d'école. Ça fait quoi, Et Bling? là, il En un repart mot? d'ailleurs. Bling, globalement, c'est la néobanque pour les personnes en situation fragile. C'est un peu le nouveau compte Nickel, mais d'une manière un peu différente. Et il a eu une croissance exceptionnelle. Il était client de Bridge, donc moi je le voyais à l'époque, il a une croissance exceptionnelle et il s'est pris un coup de massue sur la tête, notamment réglementaire. Il a dû tout arrêter pendant plus de 2 ans. Il est passé, je sais pas combien de fois à côté à 2 doigts de fermer la boîte. Et là, il repart et c'est d'une puissance incroyable. Donc franchement, une belle histoire. Et puis après, je suis à Station F en ce moment. J'ai revu Roxane Varza, que j'avais pas vue depuis 10 ans. Et je pense qu'aussi, elle a un beau parcours et Ah non, mais elle doit avoir pas elle est mal venue il y a un mois. d'informations. T'inquiète, t'inquiète. Ouais, Ah, elle est elle venue. Bon, est... alors voilà, tu Pas l'as de déjà eu. problème. À très vite, merci Johan. Merci beaucoup à toi. À Bonne... très bientôt. Salut. Bon courage pour la suite, ciao. Merci.